Messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, je vais vous présenter mon travail de thèse, laquelle s'intitule « L'apprentissage automatique du rangement d'objets et son application à l'évaluation du lustre des perles de culture de Tahiti ». Ce travail a eu lieu au sein du laboratoire GEPA Sud, sous la direction d'Alban Gabillon et de Jean-Martial Marie. Et la thèse s'inscrit dans le cadre du projet RAPA et a été financée par le ministère des Outre-mer. Le projet RAPA a pour objet l'évaluation automatique de la qualité des perles de Tahiti. En d'autres termes, ce projet s'intéresse à la manière de trier les perles selon leur qualité. Le tri, c'est quelque chose qu'on fait couramment, par exemple, tri des cartes ou autre, et comme c'est une tâche répétitive, il y a eu des algorithmes développés pour le faire, très rapide, très fusion, mais c'est parfois trop complexe pour être programmé explicitement. Et l'exemple typique en Polynésie française, c'est le tri des perles. La solution, c'est d'avoir recours à l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, ça peut être vu comme un mode de programmation indirecte, en quelque sorte par les données. C'est-à-dire qu'on prend les données et ça nous donne un modèle. L'apprentissage automatique dans le cadre du tri, ça s'appelle un rangement. Il vient de ranger, qui veut dire attribuer un rang. Dans la littérature, on trouve trois types de rangements. Ça a été répertorié par Furn-Krantz. Donc, le rangement de labels, le rangement d'instances et le rangement d'objets. Le rangement de labels, ça consiste à trier un même ensemble, mais par plusieurs personnes. Et étant donné une nouvelle personne, essayer de deviner comment il trierait ce même ensemble. De l'autre côté, il y a le rangement d'instances et le rangement d'objets, qui, eux, consistent à trier des ensembles différents, partiellement, au moins partiellement, par une même personne, puis étant donné un nouvel ensemble, essayer de prédire comment cette même personne trierait ce nouvel ensemble. Alors, le rangement d'instances se différencie du rangement d'objets seulement dans la présentation, a priori de manière traditionnelle, dans la présentation de l'ordre partiel. C'est-à-dire que l'ordre partiel est sous forme de classes ordonnées. On voit à gauche les éléments dans la classe 1 et les autres dans la classe 2. Et l'apprentissage automatique, le rangement d'instances, va consister à trouver un ordre total à partir de ça. Le rangement d'objets, de l'autre côté, c'est l'ordre partiel est donné sous forme d'un ensemble de couples et non d'un ensemble d'instances de classe. Voilà la différence traditionnelle entre le rangement d'instances et le rangement d'objets. Le problème, c'est que la distinction traditionnelle est de pure forme entre rangement d'instances et rangement d'objets, et ça masque un problème. Et ce problème, c'est qu'il n'existe pas d'algorithme d'apprentissage qui soit spécifique au rangement d'objets. Dans un premier temps, je vais étayer cette assertion, comme quoi il n'y a pas d'algorithme spécifique au rangement d'objets. Ensuite, je proposerai un algorithme de rangement d'objets qui soit en temps polynomial. Puis on verra l'application à l'évaluation du lustre des perles en Polynésie française avant de conclure. Alors, pour montrer l'absence d'algorithme spécifique au rangement d'objets, il faut déjà voir les limites de la distinction traditionnelle, puis proposer un nouveau critère qui sera plus fondé sur la forme, mais sur la nature des données. Et ensuite, on verra comment l'application du principe de la vaste marge s'applique tant sur les classes que sur les objets. Alors, j'ai remis là, à gauche, le rangement d'instances, à droite, le rangement d'objets, d'après la distinction traditionnelle, c'est-à-dire l'un, l'ordre partiel est donné sous forme d'instance de classe, et l'autre, l'ordre partiel est donné sous forme d'objets, de couple d'objets. Le problème, c'est que on peut très bien convertir l'un en l'autre. Par exemple, on voit le rangement d'instances. Si on dérive toutes les relations interclasses, on se retrouve avec un ensemble de couples d'objets, et finalement, on est en train de résoudre un problème de rangement d'objets. D'un autre côté, si on part de l'ensemble de couples,
on peut très bien les regrouper en des classes ordonnées et on se retrouve à résoudre un problème de rangement d'instances. Donc si on s'en tient à cette distinction, c'est inopérant. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir cette distinction. Et à la place, on peut proposer une autre distinction qui, elle, sera fondée sur la nature des données. Voilà en quoi ça consiste. Alors, soit les données sont déjà sous forme de classes ordonnées, soit elles sont sous forme de couples d'objets, auquel cas on les met sous forme de classes. Et une fois qu'elles sont sous forme de classes, on peut faire varier la composition des classes pour voir ce qui se passe sur les frontières entre les classes. Donc quand on est ici, et on regarde si les classes ont une existence intrinsèque ou extrinsèque. Donc l'existence intrinsèque, ce serait ça, c'est-à-dire on fait varier les éléments, la composition des éléments dans les classes, et les classes ne bougent pas. Maintenant, l'existence extrinsèque, c'est quand, lorsqu'on fait varier la composition des classes, eh bien, les classes varient aussi. Dans le premier cas, il s'agit du rangement d'instances, c'est-à-dire que les classes sont fixes et les éléments de ces classes sont vraiment des instances de ces classes. Un exemple typique, c'est les rangements d'échantillons d'eau selon leur température. On peut ranger des échantillons d'eau en 3 classes. La classe de l'état solide, qui est en dessous de 0 degré, la classe de l'état liquide entre 0 et 100, et gazeux, au-dessus de 100. On peut faire varier autant qu'on veut les éléments à l'intérieur de ces classes. Les classes ne changeront pas, c'est-à-dire ça sera toujours entre 0 et 100. De l'autre côté, on a le rangement d'objets, où quand on retire des éléments, les classes vont s'adapter aux éléments. Par exemple, quand on fait un rangement par classe équilibrée, par exemple si on veut ranger des étudiants en classes de nombre égal, eh ben, si on enlève certains étudiants, les frontières entre classes vont être modifiées. Donc, voilà un peu des exemples typiques de rangement d'instances, rangement d'objets. Quelle est l'incidence maintenant sur les algorithmes qui devront les traiter? Eh bien, l'algorithme de rangement d'instances, à ce moment-là, doit prendre en compte les informations relatives aux classes, parce que s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'exploite pas toute l'information disponible, et auquel cas il est sous-optimal. D'un autre côté, l'algorithme de rangement d'objets, lui, il doit ignorer ces informations qui sont relatives aux classes, parce que sinon, il exploiterait de l'information arbitraire, et ça serait instable. On peut en déduire un test de dépendance aux classes, c'est-à-dire qu'on prend un ordre quelconque, et on fait glisser les frontières entre classes le long de cet ordre, et on regarde comment l'algorithme se comporte quand on lui donne ces différentes classes. C'est-à-dire que plus il va prendre appui sur les classes, plus normalement il va devoir varier en même temps que les classes, et moins il va prendre appui sur les classes, plus il sera stable. Donc, a priori, le comportement d'un algorithme de rangement d'instances sur des classes mouvantes, ça devrait donner ça. Là, on a mis 1 dans une classe et les 4 autres dans une autre, et on a un ordre 1, 5, 2, 4, 3. Et quand on fait varier la classe, l'ordre doit varier aussi. Enfin, il peut varier en tout cas. Donc là, ça change. On fait glisser la frontière le long de l'ordre, et l'ordre, à chaque fois, l'algorithme va donner un ordre différent. Ça, a priori, c'est le rangement d'instances. De l'autre côté, on aurait le rangement d'objets, qui lui devrait être stable malgré les modifications apportées aux classes. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, et on fait glisser les classes, mais l'ordre doit rester stable. Donc voilà les propriétés qu'on demande aux algorithmes de rangement d'instances et de rangement d'objets. Donc pour synthétiser, on a substitué comme critère de distinction la forme de l'ordre partiel par l'existence intrinsèque de classe. S'il y a une existence de classe, alors c'est du rangement d'instance. S'il n'y en a pas, c'est du rangement d'objet. Et on a vu aussi quelles propriétés devaient avoir les algorithmes correspondants. Donc l'algorithme de rangement d'instance doit prendre en compte les classes, alors que celui de rangement d'objet doit les ignorer, autant que possible. On va voir maintenant comment s'applique le principe de vaste marge sur les classes. Alors le principe de vaste marge, ça a été découvert par Vapnik, et ça apporte des garanties théoriques en matière de classement. Le classement se différencie du rangement en ce que le rangement, c'est d'attribuer un rang à chaque élément, le classement, c'est d'attribuer une classe à chaque élément.
Ce principe a été étendu par Herbrich en matière de rangement. Mais après, dans son étude, il ne fait pas la distinction entre rangement d'instances et rangement d'objets. Et quand on voit les expériences qu'il fait, en fait, il suppose la fixité des classes. Donc il l'a fait finalement sans le dire sur le rangement d'instances. Donc on peut illustrer le principe des vastes marges sur les classes d'après Herbrich de cette manière. C'est-à-dire qu'on a 3 classes qui sont ordonnées et on va chercher les hyperplans séparateurs parallèles, on va en deux là, qui séparent les classes le plus possible. C'est-à-dire finalement qu'ils vont individualiser les classes. Ensuite, on projette les éléments sur un vecteur normal à ces hyperplans et on obtient l'ordre. Et c'est l'ordre finalement qui va rendre le plus compte des classes parce qu'il s'est appuyé sur les frontières entre classes. Quand on regarde maintenant son comportement lorsque les classes sont mouvantes, là il y a l'élément du bas dans une classe et les 4 autres dans une autre. Et cet algorithme va finalement trouver l'hyperplan séparateur qui maximise la marge entre les 2 classes. Et ça va donner comme ordre 1, 2, 3, 4, 5. Quand on fait glisser la frontière, c'est complètement instable. Ça change d'ordre parce que ça a encore cherché à maximiser la différence entre classes, etc. Et on s'aperçoit que l'ordre est bien instable. On a eu 3 ordres différents, rien que sur 5 éléments. Donc cette méthode, pour le coup, est inadaptée au rangement d'objets, mais sera très adaptée au rangement d'instances. Comment maintenant ce principe se comporte sur les objets? Alors, on peut étendre la preuve d'Herbrich au rangement d'objets en considérant que chaque élément, en fait, appartient à une classe différente. Et quand c'est le cas, à ce moment-là, ça oblige de prendre non seulement en compte les relations interclasses, comme on faisait déjà pour le rangement d'instances, mais aussi de prendre en compte les relations intraclasses. Et ça nous permet donc de transposer les garanties théoriques au rangement d'objets. Alors, comment ça se fait? On va sélectionner les hyperplans séparateurs parallèles qui maximisent les marges minimales, cette fois pas entre les classes, mais entre objets. Donc peu important les classes. Et puis pareil, on projette les éléments sur un vecteur normal aux hyperplans séparateurs, et on a l'ordre. Et cette fois, l'ordre qui individualise le plus les objets. Comment ça se comporte quand on fait glisser les frontières entre classes? Comme on peut s'y attendre, vu que ça cherche les hyperplans séparateurs entre objets, ça va être totalement indépendant de la variation des classes. L'ordre est très stable. Donc, pour le coup, ça correspond au rangement d'objets. Mais il y a quand même un problème, c'est que comme on a pris en compte les relations intraclasses, là, dans le tout petit exemple qu'on a pris, il y a factoriel 5 ordres possibles pour la première classe, de 2 pour la deuxième, 3 pour la troisième, ce qui fait un nombre total d'ordres à tester de 1440. Plus généralement, c'est le produit des factoriels du cardinal de chaque classe, et c'est non polynomial. Rien que pour avoir un petit ordre d'idée, si on a 3 classes de 10 éléments chacune, ça nous fait plus de 47 milliards d'ordres à tester. Donc c'est pas viable. Méthode inutilisable. Donc pour récapituler, on a vu qu'il existait des solutions avec garantie théorique pour le rangement d'objets, mais qui étaient irréalisables. D'un autre côté, il existe des solutions réalisables, mais qui accentuent les classes. Et on peut se demander comment tenir compte de l'information sur l'ordre véhiculée par les classes, mais sans prendre en compte l'information qui est propre aux classes. C'est-à-dire sans accentuer les classes. Pour répondre à cette question, on va commencer par déterminer tous les ordres valides, étant donné une configuration possible. Ensuite, on essaiera de déterminer quel ordre sélectionner parmi ces ordres valides. Puis on découlera le problème d'optimisation correspondant, et on verra comment on peut l'adapter aux bibliothèques standards d'apprentissage automatique
avant de valider ça. Comment rechercher tous les vecteurs possibles? Donc là, on a 3 classes. Ce qu'on fait, c'est qu'on considère chaque relation interclasse, l'une après l'autre. Ça nous donne un vecteur qui nous permet d'avoir un hyperplan qui va couper l'espace en deux. Le rouge matérialise l'espace des vecteurs invalides. Par exemple, si on prend un ordre qui passe par ce demi-espace interdit, ben, on se rend compte que l'ordre qui va donner donc, entre cet élément et celui-là, va contredire l'ordre initial. Alors que si on le prend juste de l'autre côté, c'est dans le bon sens. Donc on fait ça pour chaque relation interclasse, et à chaque fois, on ferme un peu plus l'espace des possibles. Voilà, on a encore fermé l'espace, c'est-à-dire que tout ce qui est en rouge, c'est les ordres qui ne sont pas valides, etc. Bon, il y a des ordres qui apportent aucune information. Là, ça ferme encore un peu l'espace. Et finalement, on se retrouve avec tous les espaces, enfin l'espace de tous les ordres possibles qui sont ici. Maintenant qu'on a tous ces ordres possibles, lequel choisir? Lequel est le meilleur? On va voir comment on peut sélectionner cet ordre. Et cette fois, en considérant les couples, enfin les paires, à l'intérieur des classes. Si on considère la paire à l'intérieur de la 3e classe, elle ne nous apporte aucune information parce qu'il y a un des deux sens qui n'est pas valide. Donc c'est forcément dans ce sens-là. Donc elle ne nous sert à rien, celle-ci. Celle-là, par contre, finalement, va nous donner un hyperplan qui va partager encore l'ensemble, enfin l'espace des possibles. C'est juste qu'on ne sait pas de quel côté il va falloir choisir. Enfin, la dernière relation partage encore l'espace. On se retrouve donc avec 3 possibilités. La meilleure solution peut se trouver dans un de ces 3 espaces. Donc on peut voir les frontières qui sont à l'extérieur. On ne peut pas aller derrière ces frontières parce que c'est juste pas valide. Et on peut aussi voir à l'intérieur, on peut appeler ça des péages, parce que si on le passe, on est obligé de payer l'équivalent d'une inversion de couple. Et quand on regarde finalement le coût en fonction, ah bon, on voit pas bien là, en fonction de la zone de l'ordre prédit par rapport à la zone de l'ordre à retrouver, on s'aperçoit que le coût n'est pas égal pour tous. Et que quand on choisit la zone B, eh ben, en moyenne, c'est ce qui coûtera le moins. Et en fait, ça revient à minimiser l'espérance du risque. Voici un exemple avec une dimension de plus, où là, on calcule l'espérance du risque lorsqu'on a choisi cette zone-là. Donc l'espérance de risque est de 0,5. Quand on choisit une zone plus au milieu, elle est plus que de 0,3. Bon, le problème, c'est que ça, c'est exponentiel sur le nombre de dimensions. Donc on peut faire une hypothèse simplificatrice qui est la distribution uniforme des hyperplans péage. Et à ce moment-là, il faut sélectionner le vecteur qui va maximiser l'angle minimal avec les hyperplans frontières. Ce qui revient à dire que c'est l'ordre le plus éloigné de tout ordre incorrect. Donc, comment ça se construit en parallèle avec les autres? On a nos 3 classes. On va prendre un vecteur interclasse, que j'appelle V1. On en tire son hyperplan frontière, avec la flèche en rouge montrer le demi-espace invalide et la flèche en vert le demi-espace valide. Donc on voit que là,
Si on est du côté invalide, ça inverse les deux éléments, donc c'est pas bon, alors que là, c'est dans le bon sens. On prend un deuxième vecteur interclasse, donc de la même façon, et puis on va prendre l'axe qui est le plus éloigné des frontières, et on va partir sur cet ordre-là. Donc c'est W étoile, c'est celui qu'on cherche. Quand les dimensions vont augmenter, ça sera très dur de manière, enfin, calculatoirement de calculer de cette façon. Il vaut mieux partir des vecteurs eux-mêmes. Ah oui, pardon, donc on projetait sur cet axe exactement comme pour les autres et on obtenait l'ordre. C'est dur de partir de ces hyperplans, mais en fait la maximisation de l'angle minimal avec tout hyperplan frontière, c'est exactement la même chose que la minimisation de l'angle maximal avec tout vecteur qui supporte cet hyperplan frontière. Donc géométriquement, ça donne ça, c'est-à-dire qu'on reprend nos vecteurs frontières et on essaie cette fois de se rapprocher le plus possible des vecteurs les plus éloignés. Et ça donne le même axe. Et calculatoirement, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors plus formellement, on voit que W étoile, c'est l'argmin. On minimise l'angle au couple frontière qui est le plus éloigné. Et on regarde maintenant le comportement de cet algorithme exactement comme pour les deux autres. Donc pour l'instant, deux classes avec un élément, 4 éléments. Puis on fait glisser. Ça bouge un peu, mais on voit que l'ordre reste le même. Donc c'est pas aussi stable que la solution idéale, parce que c'est pas une solution idéale, ça tente de l'approcher, mais ça résiste quand même à l'instabilité des classes. On pourrait voir que c'est une méthode adaptée au rangement d'objets. Donc quel est le problème d'optimisation correspondant? On repart de la formule qu'on a vue. Donc minimiser l'angle maximal, c'est comme maximiser le cosinus minimal de cet angle, parce que le cosinus évolue de manière inverse à l'angle qu'il représente. On peut changer le cosinus en produit scalaire. Puis comme la norme W est indépendante de xi, xj, on peut la sortir. Alors, dans tout ce qu'on a vu, c'était que les relations linéaires. Donc pour pouvoir appréhender les relations non linéaires, on introduit des fonctions de base, phi. Ça nous permet d'étendre ça, de projeter ça dans un grand nombre de dimensions, jusqu'à obtenir les relations qu'on veut. Ensuite, on supprime le max-min, tout simplement en bloquant le minimum avec des contraintes, ici. C'est-à-dire que le minimum sera forcément bloqué à 1. Quand on cherchera à maximiser ça, il faudra donc minimiser celui-là. Mais lui va donc baisser aussi et sera bloqué ici. Donc ça revient au même. Bon, la forme duale, je ne développe pas, obtenue par les Lagrangiens, qui nous permet, plutôt que d'exprimer ça en termes de points, on exprime ça en termes de vecteurs pondérés, des exemples d'apprentissage. Donc c'est le vecteur alpha étoile. Sachant que phi pointé est donné seulement par des produits scalaires, on peut appliquer le théorème de Mercer pour transformer ça en machine à noyaux. Et en fait, cette solution-là, c'est calculable en temps polynomial et il existe des algorithmes, par exemple SMO, qui calculent ça en O de N3. Alors, il y avait juste un tout petit problème pratique, c'est que ça nous obligeait à reprogrammer tous ces algorithmes d'optimisation.
Mais en fait, c'est possible de dériver un noyau pour l'adapter aux bibliothèques déjà existantes. Donc voilà la forme de ce noyau. On dérive un nouvel ensemble d'apprentissage et on donne le noyau sur cet ensemble. On a validé ça sur un jeu de données synthétiques. Pour ça, on a repris l'expérience de Herbrecht, ce qu'il avait fait pour le rangement d'instances. Mais on a fait une petite variante, c'est que lui, il avait des classes fixes, et nous, on a fait varier les classes. C'est-à-dire, on a essayé en fait toutes les combinaisons de classes, et on a pris ensuite la moyenne pour voir la performance. On a fait 100 répétitions, avec génération d'un ordre total de 50 éléments. Moi, Herbrecht, lui, en avait 45. Et sur chacune des configurations, on a appris l'ordre, et comme performance, on a pris la moyenne. Donc par exemple sur 2 classes, on a fait 2 et 3 classes, sur 2 classes, il y a 49 configurations. Sur 3 classes, il y en a déjà 1176, donc on n'a pas... C'est aussi pour ça qu'on n'a pas continué sur 4 classes, ça aurait un peu explosé. On a fait les tests avec les noyaux quadratiques, cubiques et gaussiens, dont de taille 0, 1, 0,5 et 1. La performance, on l'a calculée en pourcentage du nombre de couples concordants. Donc nombre de couples concordants sur nombre total de couples. Et on a comparé avec le rangement d'instances, donc l'algorithme de Herbrecht sans modification. On a pris aussi la valeur P des différences pour comparer les résultats. Donc voilà les résultats. Donc là c'est pour 2 classes. Le rangement d'instances a toujours des résultats légèrement supérieurs. Le rangement d'objets a toujours des résultats légèrement supérieurs au rangement d'instances. Et le meilleur résultat, c'est avec le noyau cubique, où le rangement d'objets arrive à s'approcher de l'ordre recherché à 89,2%. Sur 3 classes, ça change un peu. Il y a même sur le noyau cubique le rangement d'instances qui devient meilleur que le rangement d'objets. Même si sur l'ensemble des noyaux, c'est le rangement d'objets qui l'emporte, avec 94%. Et on voit que les résultats sont relativement meilleurs sur 3 classes que sur 2 classes. Ce qu'on peut voir, oui, c'est que rangement d'objets, rangement d'instances ont les mêmes tendances, qu'il y a une meilleure performance sur 3 classes. Entre le rangement d'objets et le rangement d'instances, l'amélioration peut paraître faible, mais c'est statistiquement significatif. Et même cette faiblesse, on peut la mettre en perspective, c'est-à-dire que 0,3% d'amélioration, ça revient finalement à une inversion des éléments consécutifs entre 3 et 4 couples. Et pour l'exemple sur 3 classes, les 0,2%, ça revient à inverser entre 2 et 3 couples entre les deux. Donc pour résumer, on a choisi l'ordre à sélectionner comme étant l'ordre le plus éloigné de tout ordre incorrect. On a vu que c'était un problème d'optimisation quadratique, c'est-à-dire calculable en temps polynomial. On a vérifié ça sur des données synthétiques. Et on peut se demander comment ça se comporte maintenant sur des données réelles. Et on l'a appliqué donc à l'évaluation du lustre des perles en Polynésie française. On a restreint, on n'a pas pris la qualité complète des perles parce que c'était beaucoup à faire. Donc on s'est restreint à un critère d'évaluation des perles qui est le lustre. Donc déjà, on va spécifier le problème d'évaluation de la qualité des perles en Polynésie française. Puis l'élaboration des caractéristiques du lustre avant de rendre compte de l'expérience sur les perles. Quand on observe les experts trier les perles en Polynésie française, à première vue, on les voit donc distribuer les perles en 4 classes, A, B, C, D, par ordre décroissant de qualité. Donc à première vue, c'est un problème de classement, c'est-à-dire d'attribuer à chaque perle sa classe. Maintenant, les classes n'ont pas la même valeur, elles sont ordonnées, c'est-à-dire que si on se trompe entre la classe A et la classe B, c'est pas aussi grave que si on se trompait entre la classe A et la classe D. Donc il faut prendre en compte un coût différencié. Donc ça serait a priori un problème de classement ordinal cette fois. Mais si on regarde encore
un petit peu plus, on voit que les experts sont capables de trier les perles totalement. Ils peuvent les ordonner à l'intérieur des classes. D'ailleurs, ils l'ont montré. Et finalement, on passe à un problème de rangement, c'est-à-dire il ne s'agit plus de donner à chaque perle sa classe, mais de donner son rang parmi tout un ensemble. Maintenant, est-ce que c'est un problème de rangement d'instance? A priori, c'en est un. En tout cas, c'en est un si on se fie aux critères traditionnels. Mais si on se fie aux critères qu'on a proposés, on regarde si les classes sont stables. Et en fait, elles ne le sont pas parce qu'on peut voir, quand on regarde les experts, qui prennent des perles et au fur et à mesure qu'ils en trient de nouvelles, ils vont de temps en temps changer certaines perles de classes. Ça veut dire que les classes n'ont pas d'existence intrinsèque. On est donc dans le cas d'un problème de rangement d'objets. Maintenant qu'on a déterminé l'algorithme à utiliser, pour pouvoir trier les perles, il nous faut pouvoir les représenter de manière numérique. Et pour ça, il faut élaborer des caractéristiques. Donc on a élaboré des caractéristiques du lustre. Donc, je rappelle, il y avait différents critères. Taille, forme, couleur, lustre, état de la surface. On s'est concentré sur le lustre. Il y a certaines caractéristiques du lustre qui sont communes aux différents types de brillants et qui ont déjà été étudiés dans la littérature. On s'est contenté de les reprendre et de les adapter aux perles. Il y a d'autres caractéristiques, en revanche, qui sont plus spécifiques au lustre des perles et qui nous ont été communiquées par les experts. Donc on va voir comment on acquiert des photographies de perles. Je vous présenterai les différentes régions d'intérêt et puis on verra ensuite l'extraction des caractéristiques. Donc le dispositif est assez simple. C'est un appareil photo, un caisson lumineux. Ce qu'on veut, c'est assurer des conditions identiques pour toutes les perles, enfin pour toutes les photos. Donc l'appareil photographique, pareil numérique Nikon, avec paramétrage qu'on voit un peu. Caisson Digital Imaging Box, avec, très important, on a un éclairage spéculaire par une grille de 3 par 6 LED qui va permettre d'aider à extraire les caractéristiques. Donc voilà les différents paramètres. Les régions d'intérêt, il y en a trois grandes régions. Région de la surface de la perle, région de brouillard, qui correspond à la tache lumineuse autour de la zone la plus claire, et les régions de haute réflectance spéculaire, c'est-à-dire il y en a plusieurs, on peut en faire autant qu'on veut, nous on en a fait 3. On va voir comment on les définit au fur et à mesure. On va voir les caractéristiques communes aux différents types de brillants. Il y a le brillant spéculaire, le contraste, le brouillard et l'effet miroir. Et 2 autres caractéristiques qui sont spécifiques au lustre des perles, qui sont l'orient et l'iridescence. Alors le brillant spéculaire, c'est la luminosité qui est perçue en raison de la réflectance spéculaire. La réflectance spéculaire, c'est celle qui dépend de l'angle d'observation. Donc là, dans ce cas-là, le brillant spéculaire de A est inférieur au brillant spéculaire de B. Comment on l'a calculé? On a pris les plages d'intensité les plus hautes de l'histogramme normalisé des intensités. Et là, on a fait un histogramme avec 10 plages d'intensité et on a gardé les 3 plages de plus haute intensité. Donc on a 3 caractéristiques pour le brillant spéculaire. Donc sur l'image A, donc celle de gauche, on voit que la proportion des pixels d'intensité entre 230 et 255 au système RGB est supérieure à celle de la perle B. Le contraste maintenant, c'est la luminosité qui est perçue, mais en raison du contraste entre la réflectance spéculaire et diffuse. La réflectance diffuse, c'est celle qui est invariante par rapport à l'angle d'observation. Donc là, on voit la réflectance spéculaire en haut et la réflectance diffuse en bas, dans les flèches qui ont montré. Là, le contraste de A est inférieur au contraste de B, parce que finalement, la perle est de couleur plus claire. Et pour calculer ça, on prend la variance d'intensité sur la surface de la perle.
Donc le contraste ici de la perle A est de plus de 65, alors que pour la perle B, un peu plus de 6. L'effet miroir, maintenant, ça correspond à la netteté des reflets spéculaires. Donc l'effet miroir de la perle A et de la perle B est supérieur à celui de la perle C, parce que la perle C est beaucoup moins nette. Comment on capture ça? On a pris le gradient moyen d'intensité dans les régions de haute réflectance spéculaire, et ce qui nous permet de calculer l'effet miroir à gauche, qui est de 20,7, alors qu'à droite, il est de 162. Maintenant, le brouillard, c'est la perception d'une tache lumineuse autour des rayons lumineux réfléchis spéculairement. Ça ne se confond pas avec l'effet miroir. On peut voir d'ailleurs sur cet exemple que le brouillard de A ou de C est supérieur au brouillard de B, alors qu'on avait vu que l'effet miroir, il y en avait sur la perle A, alors qu'il n'y en avait pas sur la perle C. Et on le capture avec la variance de l'intensité dans la région de brouillard. La région de brouillard, on la calcule comme l'ensemble des points qui peut s'analyser en une fonction concave des intensités autour des zones de haute intensité. Maintenant, en ce qui est des caractéristiques qui sont propres aux perles, au lustre des perles, il y a l'iridescence, c'est les changements de couleur surface de la perle en raison de la réflectance spéculaire, et c'est dû au fait que la surface de la perle n'est pas tout à fait régulière, et ça fait ces changements de couleur. On les capture en regardant l'étendue des plages de teinte, qui est pondérée par la saturation moyenne dans chaque plage, et on prend la région de brouillard pour ça. On voit que l'iridescence de la perle A est bien inférieure à celle de la perle B. Enfin, dernière caractéristique, l'orient, qui est un effet chatoyant quand on tourne la perle. Et en fait, c'est la perception d'une variation de couleur, mais sous la surface de la perle cette fois, qui est due à la réflexion en profondeur à travers les couches de nacre. On peut le voir avec un appareil photo en réduisant le temps d'exposition. Donc là, on réduit un peu le temps d'exposition. On le réduit encore et on voit apparaître un deuxième point. Et en fait, c'est la réflexion en profondeur. Pour le mesurer, vu qu'on n'a pas envie de changer le paramétrage pour chaque photo de perle, on a pris le gradient moyen de chromaticité, parce qu'on peut essayer de le mesurer grâce au changement de couleur dans les zones de haute réflectance spéculaire. Alors, on a vu la détermination des caractéristiques du lustre. Certaines étaient connues, d'autres ont été étudiées spécialement. On a proposé des estimateurs. Maintenant, on peut se demander, est-ce que le lustre est évaluable par les algorithmes d'apprentissage automatique en utilisant ces caractéristiques? Donc, on a fait une expérience sur les perles. On a pris un jeu de données de 54 perles, évaluées par un expert. Il les a réparties en 3 classes de 18 perles. On a pris 16 photographies par perle, sur des endroits différents. Ce qui compte surtout, c'est l'endroit de la réflectance, de la haute réflectance spéculaire. Et 10 caractéristiques par photographie ont été extraites. Donc 3 pour le brillant, puis les autres, ce qui fait les 10. Enfin les 8, et on en a rajouté 2 pour tester l'incidence de la couleur, parce que généralement on distingue le lustre de la couleur. Donc on a rajouté 2 caractéristiques qui sont propres à la couleur, qui sont la saturation moyenne de la réflectance diffuse et la variance de chromaticité de la réflectance diffuse. Quel protocole on a utilisé? Donc on a partitionné le jeu de données en 16 jeux de 54 photographies. Donc chacun des jeux a toutes les perles. On a ensuite, sur chaque jeu, fait un apprentissage avec classement nominal, classement ordinal, puis le rangement agnostique, c'est-à-dire celui qui fait aucune supposition sur ce que doit être le meilleur ordre. Rangement d'instance, celui qui va rechercher l'ordre qui accentue les classes. Rangement d'objets, celui qui va rechercher l'ordre qui atténue les classes. La méthode de validation, c'est validation croisée sur 9 sous-ensembles.
Et on a pris le résultat moyen sur les 16 jeux de données, ce qui nous a aussi permis de calculer la valeur P des différences. Voici les résultats. Alors, le rangement d'objets a les meilleurs résultats, enfin les résultats les plus hauts, suivi par le rangement d'instance, rangement agnostique, et puis le moins bien, c'est le classement. Alors que, à première vue, ce problème paraît être un classement, un problème de classement. On a calculé donc les valeurs P. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est la valeur P de la différence entre rangement d'objets et rangement d'instance, et on voit que c'est significatif. Ça, c'est sur l'ensemble des caractéristiques, et sur la sélection de caractéristiques. Alors selon où on fixe le seuil de significativité, si on le fixe à 0,05, c'est encore significatif. Là, c'est la valeur P des différences quand on fait des sélections de caractéristiques ou quand on n'en fait pas. On voit que c'est significatif pour le classement et le rangement agnostique, mais ça ne l'est plus pour le rangement d'instance et le rangement d'objets. On a aussi regardé les caractéristiques qui étaient sélectionnées, c'est-à-dire la sélection de caractéristiques, ça a consisté à apprendre avec toutes les combinaisons possibles de caractéristiques. Vu qu'il n'y avait que 10 caractéristiques, ça faisait 1024 combinaisons, c'était faisable. Et à reporter finalement les caractéristiques qui donnaient les meilleurs résultats. On s'aperçoit que jamais le contraste ou l'effet miroir ont été retenus. En revanche, le brillant a toujours été retenu. La profondeur de la réflexion, qui est l'orient en fait, a toujours été retenue. Et la chromaticité, qui était un critère propre à la couleur qu'on avait ajouté pour voir, a toujours été retenue aussi. Alors le fait qu'il n'y ait pas d'absence, qu'il n'y ait pas d'amélioration significative pour la sélection de caractéristiques sur le rangement d'instance et le rangement d'objets, ça peut être dû au fait que la sélection de caractéristiques, ça s'analyse finalement en un renforcement du biais d'apprentissage, c'est-à-dire en la nécessité d'introduire de l'information a priori, et que le rangement d'instance comme d'objet, ayant un biais d'apprentissage plus fort, eh ben, peuvent nous dispenser de cette phase de pré-traitement. Maintenant, il y a une amélioration significative du rangement d'objet par rapport au rangement d'instance. Comment dire, le rangement d'instance, il y a une plus grande part d'informations non pertinentes qui a été traitée, parce que finalement, le rangement d'instance s'est appuyé sur les classes, alors que les experts, finalement, n'attribuent aucune valeur aux classes. Ensuite, les résultats sur le lustre. L'effet miroir et le contraste qui ne paraissent pas jouer de rôle, ce qui est étonnant parce qu'en général, quand on demande aux gens, même aux experts, ce qu'est le lustre, la plupart vont nous dire c'est l'effet miroir. La couleur donc, paraît avoir une incidence sur l'évaluation du lustre, ce qui est aussi à souligner parce qu'on distingue toujours la couleur du lustre quand on veut évaluer la qualité des perles. Bon, maintenant, ça a relativisé parce que ça dépend d'un seul expert. Il faudrait voir avec d'autres experts. Alors, pour conclure, on a remarqué qu'il n'y avait pas d'apprentissage automatique spécifique au rangement d'objets en temps polynomial. Et on a proposé comme approche de rechercher l'ordre le plus éloigné de tout ordre incorrect. On a validé ça sur des données synthétiques. Puis on a appliqué à l'évaluation du lustre des perles de Tahiti. Au passage, on a vu que le tri des perles, c'était un rangement d'objets. Et qu'on peut se demander si le lustre est indépendant de l'effet miroir et s'il est dépendant de la couleur. Point de vue théorique, on a proposé un nouveau critère de distinction rangement d'objets, rangement d'instance. On a proposé un algorithme de rangement d'objets en temps polynomial, puis un métanoyau pour l'adapter aux bibliothèques existantes. Du point de vue pratique, on a proposé une caractérisation du lustre des perles et on a évalué automatiquement le tri des perles de culture de Tahiti, ce qui a aussi montré que c'était possible de le faire de manière automatique. Ce qui est des perspectives maintenant, il manque une étude du point de vue de la théorie de l'apprentissage statistique, parce que
le fait d'avoir travaillé sur les paires d'éléments plutôt que sur les éléments, ça a changé finalement le jeu d'apprentissage. Et les éléments finalement sont interdépendants, donc il faudrait étudier sous cet angle-là. On pourrait aussi faire une étude des heuristiques pour réduire la complexité de l'algorithme, parce que travaillant sur des paires d'éléments, eh ben, ça met au carré finalement le nombre d'opérations à faire. On pourrait ensuite l'appliquer à l'évaluation globale de la qualité des perles de Tahiti, pas seulement le lustre, puis voir l'appliquer à d'autres domaines comme la santé avec score de Gleason, test d'Apgar, etc., ou aux sondages qui font usage de l'échelle de Likert. Donc on a publié 5 articles, enfin un qui est en phase de publication. Et voilà, merci de votre attention.